Bonjour, bienvenue au webinaire de Faction A, intitulé Comment passer d'Excel au tableau de bord financier. Premièrement, j'aimerais vous remercier de vous joindre à nous ce matin. Mon nom est Étienne Castonguay et pour les prochaines 50 minutes, je serai votre modérateur. Alors, le webinaire d'aujourd'hui a pour but de vous présenter ce qui est possible de faire avec les technologies de Microsoft, naturellement plus particulièrement avec Power BI, pour la création étape par étape de tableaux de bord interactifs dans un contexte spécifique aux finances. Alors, vous allez apprendre comment créer et visionner vos tableaux de bord en temps réel et de manière sécurisée, ainsi que plusieurs autres astuces de Power BI avec un exemple concret de création d'un tableau de bord pour les finances. Alors, on va faire ça à travers un exemple sous forme de démonstration qu'on va vous montrer un petit peu plus tard. Pour le webinaire d'aujourd'hui, j'ai fait appel à deux de mes collègues. Le premier, Régent Godin, associé, cofondateur de Faction A. Régent compte plus de 25 années d'expérience en finance et naturellement, il est très sensible aux défis que présente l'utilisation d'outils tels que, par exemple, Power BI dans un contexte de finance. Le deuxième, Alexis Morissette, conseiller en solutions analytiques, communément appelé intelligence d'affaires ou BI. Alexis est détenteur d'une maîtrise en intelligence d'affaires et il est aussi un praticien d'expérience avec Power BI, comme vous allez pouvoir le constater tantôt. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler à l'auditoire que le webinaire est interactif, donc il est possible de poser directement des questions par clavardage tout au long du webinaire. À la toute fin, on va prendre toutes les questions reçues, puis si jamais on manque de temps, on communiquera individuellement, soit par courriel ou autrement, avec les avec les gens qui auront posé des questions afin que naturellement tout le monde obtienne des réponses. Alors, on vous invite naturellement à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes au fur et à mesure que la présentation progresse. Finalement, j'aimerais aussi rappeler que vous aurez accès à la copie de la présentation par courriel quelques minutes après que le webinaire sera complété et que la présentation est aussi enregistrée. Donc, l'enregistrement, lui, sera accessible à partir de demain. Par exemple, si vous voulez le partager avec des collègues. Alors, on vous enverra un courriel qui vous donnera les hyperliens vous permettant d'accéder à l'enregistrement ainsi que la présentation pour faciliter le partage. Alors, jetons un petit coup d'œil à l'agenda. Comme vous pouvez voir, on va commencer par jeter un coup d'œil sur la façon dont la plupart d'entre nous faisons aujourd'hui des rapports financiers à travers Excel, par exemple, puis en utilisant des techniques comme les tableaux croisés dynamiques. Et par la suite, on verra comment on peut transformer ces chiffriers-là en tableaux de bord financiers. Naturellement, comme je vous disais tantôt, on va passer à travers un exemple d'utilisation des technologies de Microsoft, Power BI, pour produire un tableau de bord financier. Quand on aura complété cet exercice-là, on reviendra avec une petite conclusion et on passera à la période de questions à ce moment-là. Juste passer le contrôle à mon collègue Régent. Alors, je m'excuse, ça prend quelques petites secondes. Donc, Régent, à toi la parole. Écoutez, bonjour à tous les participants ce matin. Mon nom est Régent Godin, comme Étienne l'a dit avant. Écoutez, moi, je propose de faire une petite revue de ce qu'on fait avec nos chiffriers Excel. Puis après ça, par la suite, on va pouvoir voir ce que les technologies Microsoft maintenant offrent aujourd'hui pour justement peut-être remplacer vos chiffriers Excel. Bon, mais écoutez, quand on a un chiffrier Excel, pour l'avoir fait plusieurs années quand même, on va prendre les données de nos systèmes opérationnels et ou de notre ERP ou de nos financiers, dans le fond. Hein, ça peut venir, certainement, parmi vous, là, vous vous reconnaissez Akumba, Microsoft Dynamics, je ne sais pas lequel vous avez exactement, mais on va prendre les données de ces systèmes-là, puis là, on va classer nos données. Bon, là, j'ai mis des exemples, achats, vente, mouvement d'inventaire, transactions financières, ça peut être toutes sortes de choses aussi. Fait que là, on va toutes prendre nos données, puis on va toutes les mettre dans notre chiffrier Excel. Ça, c'est souvent la première étape qu'on va faire. Ensuite de ça,
Ben, éventuellement, dans le but de faire des rapports éventuels, ben, on va les classer. Puis en fait, quand on dit on va les classer, on met des dimensions, hein, par succursale, par produit, par géographie. Bon, tout ça, c'est des dimensions. Puis avant, hein, c'est juste des données brutes. Puis après ça, on va essayer de les organiser pour faciliter notre production de rapports par la suite, hein. Bon, puis quand vous mettez ça, quand on met ça par succursale, par produit, puis par dimension, bien, les meilleurs d'entre nous vont avoir été capables de fonctionner, de faire fonctionner en fait la Power Pivot dans Excel. Donc en fait, c'est la même chose que ce que je présentais avant, par succursale, par produit, par géographie. Mais là, on l'a par exemple, on a les tables, la table de fait qui est au centre, qui se trouve être quoi? Les données brutes. Puis à l'entour, on a les dimensions. Hein, on peut avoir client, bon, géographique, etc., tout ça pour ne pas me répéter. Ceux qui ont été capables de faire ça, puis honnêtement, je vous dis honnêtement, j'ai rencontré plein de clients là, dans les dernières années, puis ceux qui ont ça, des Power Pivots, sont plutôt rares, fait que ceux qui se reconnaissent, félicitez-vous parce que quand même, c'est bien d'avoir fait ça. Ça, si vous avez fait ça, c'est bon parce qu'on va le récupérer. Après, dans les nouvelles technologies, c'est très moderne, ça. Fait qu'on va pas le récupérer, fait que ça va être intéressant. Sinon, ben, on le créera, là. On va vous montrer tantôt comment créer ça. Fait qu'un coup qu'on a fait ça, hein, après, ben là, on va construire nos rapports pour tout le monde. Hein, mettons, le directeur des ventes, lui, il faut qu'il voit, par exemple, les ventes de tous ses représentants. Si on parle de vendeurs, ça peut être des inventaires aussi. Puis, le représentant, ben, lui, il n'aura pas accès aux mêmes données que le vendeur, que le directeur, puis que le vice-président, puis tout ça. Fait qu'on va faire tous nos rapports, puis on va faire très attention, hein, de distribuer ces rapports-là aux bonnes personnes. C'est-à-dire, bon, on ne veut pas que des données qui sont exclusivement au vice-président soient dans les mains d'un représentant, par exemple. Ni le représentant, on ne voudrait peut-être pas que son collègue ait les données de vente, ses données de vente, en fait. Bon, donc, on va tout faire bien attention à ça pour la distribution. La distribution, c'est très important. On va distribuer de deux façons. On va distribuer par PDF parce qu'on ne veut pas que personne touche à notre chiffrier, ou on va envoyer un chiffrier parce qu'on va vouloir que les gens, mettons, dans l'organisation, puissent faire jouer un petit peu avec les données. Bon, évidemment, c'est dangereux, hein, un spreadsheet qui circule comme ça un peu partout, parce que quand vous envoyez un chiffrier Excel, il peut être partagé avec quelqu'un d'autre. Même chose pour les PDF. Hein. Tout ça, ça peut bouger, puis ça peut naviguer dans l'entreprise, puis c'est pas tout le temps souhaitable que ce chiffrier-là circule entre les gens. Mais moi, pour l'avoir fait souvent aussi, le chiffrier Excel, ben, je vais geler des grands bouts de chiffrier parce que je veux pas que personne touche à ça parce que ça change trop les données, puis il y a des formules, puis à un moment donné, les gens s'y manipulent, ben là, ils vont m'appeler pour me dire que ça fonctionne plus. Bon, bref, il y a certaines techniques pour améliorer la distribution puis diminuer la manipulation de la donnée par la suite par l'utilisateur. Mais on va voir plus tard qu'on va pouvoir faire ça plus facilement avec Power BI. Bref, un coup qu'on a distribué les rapports, ben là, le travail est terminé. Mais là, moi, ce qu'on propose, nous, si on prend tout, par exemple, la suite Microsoft, parce que Power BI, c'est un morceau de trois, hein, le premier morceau de base, c'est de prendre les données directement de vos systèmes opérationnels et ou financiers, et puis de prendre les données, puis de les harmoniser pour les mettre dans un entrepôt de données. Harmoniser une donnée, c'est aussi simple que, par exemple, ben, je fais des ventes en Ontario, je fais des ventes au Québec. Ben, les taxes ontariennes ne sont pas la même chose qu'au Québec. Donc, mon montant de vente, incluant les taxes, est différent. Je veux comparer des pommes avec des pommes. Pour faire ça, je vais éliminer les taxes en Ontario, puis je vais éliminer les taxes au Québec. Ça va me donner vraiment une vente qui est comparable. Ben je vais faire ça avec un outil qui s'appelle Azure Data Factory. En fait, c'est l'ancien SQL Server. Dans le fond, c'est une base de données. Puis avec ça, il y a des fonctionnalités qui permettent de faire de l'harmonisation facilement, puis de faire de l'entrepôt de données. Un coup que j'ai tout fait mes transformations, puis mes données sont toutes propres, disons-le comme ça, dans un entrepôt de données, en fait, dans une base de données, l'étape suivante, ben là, vous allez reconnaître le fameux le fameux cube qu'on appelle, mais aussi on appelle ça une modélisation. Fait que ceux qui ont fait la modélisation, ben, on va tout simplement prendre ce que vous avez bâti comme modèle, puis on va venir le mettre sur la couche au-dessus de l'entrepôt de données. Parce que
les données brutes vont venir, par exemple, s'installer dans la modélisation, dans le cube, puis là, les données vont se trier automatiquement par dimension. Hein. Un coup qu'on a fait le cube, et puis l'étape suivante, ben là, on est tout de suite dans notre tableau de bord au complet. Parce que le tableau de bord va venir s'alimenter du cube, la modélisation. Fait que là, dans notre tableau de bord, mais on va avoir, par exemple, tous les territoires, puis les données, puis les dimensions, etc. On va tout avoir ça. Fait qu'on va pouvoir bâtir un tableau de bord comme ça qui va être évidemment interactif. Et la distribution de rapports ne se fera plus par courriel, par contre, ou par PDF. Elle va se faire exclusivement par accès directement de l'utilisateur au système. Comme par exemple, je rentre le matin, j'ouvre mon PC, puis là, en ayant passé l'étape de sécurité de l'entreprise, ben, automatiquement, je suis dans mon environnement corporatif, donc j'ai accès à mon tableau de bord. Puis le tableau de bord va être rafraîchi selon les besoins, c'est-à-dire à la journée, à la semaine, au mois. Mais l'avantage, c'est que si jamais quelqu'un va dans une réunion, tout le monde a la même donnée. Parce que personne ne peut modifier le tableau de bord qu'on a. Ils peuvent faire des analyses avec le tableau de bord, ils vont pouvoir faire des choses, mais ils ne pourront jamais changer la donnée puis le résultat. Fait que si quelqu'un arrive dans une réunion, parce que c'est déjà arrivé là, avec des chiffres Excel, en tout cas moi je l'ai vécu beaucoup, les gens arrivent dans un chiffre Excel, ben mon Dieu, les ventes sont, mettons, de 100 000. Ah ben non, moi j'ai 98 000. Ah oui, mais t'as-tu mis les ventes d'hier? Parce que moi j'ai le dernier rapport, en tout cas. Bref, il y a beaucoup de temps qui est perdu là, pour valider les données. Mais avec les tableaux de bord comme ça, c'est terminé. Les gens, par exemple, vont chercher le tableau de bord, tout le monde a le même, tout le monde a les mêmes données. Puis c'est rafraîchi auprès de tout le monde en même temps. Fait que ça, c'est extraordinaire pour ça. En fait, les avantages sont plus que juste la distribution des rapports. Hein, j'ai parlé un peu, on va harmoniser, on va automatiser tout le cycle au complet. On part du système transactionnel ou du système financier, on va harmoniser la donnée, personne n'y touche. Après ça, on va le mettre dans le modèle, dans le cube, personne n'y touche. Puis à partir du cube, il y a des tableaux de bord qui vont se générer automatiquement. Fait que, puis tout ça, hein, la donnée va être validée tout le long du processus. Puis les tableaux de bord, ben, il va y avoir une personne qui va être responsable de les modifier au gré des besoins de l'entreprise. Par exemple, les objectifs changent. Par exemple, on ne mesure plus des ventes, mais on mesure des marges par produit, par territoire. Ben, à ce moment-là, celui qui est en charge de bâtir ou de modifier les tableaux de bord, ben, il va changer ça pour tout le monde en même temps. Voici la nouvelle mesure, etc. Tout ça. Ça ne veut pas dire que les gens ne pourront pas voir les ventes par marge, par produit, par territoire avant, mais si vous devez faire un changement dans votre tableau de bord, il y a une personne qui va le faire pour tout le monde. Les tableaux de bord, très honnêtement, ça ne change pas beaucoup, très souvent en fait. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, on ne touche plus à la donnée personne, tout se fait automatiquement. Puis tout ce qui va vous rester à faire, c'est des rapports ou des tableaux de bord qui sont d'exception. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a tout le temps. Tandis qu'avec un chiffrier Excel ou avec un PDF, les gens, ils peuvent pas forer dans les données, ils peuvent pas, par exemple, en d'autres mots, chercher plus de détails. Ben, on reçoit plein de téléphones aux finances pour dire, ah, écoute, oui, les ventes dans ce territoire-là, mais tu peux-tu me donner par produit ou tu peux-tu me donner par client? On est tout le temps en train de faire des rapports suite à la première publication de nos chiffriers Excel. Avec ça, ça va être disparaître en grande partie parce que les gens vont pouvoir aller dans le détail, puis le détail va être disponible selon des rôles qui vont être attribués aux gens. Ça, on en vient à la prochaine ici, de la définition de rôle. Donc, si par exemple, je définis le rôle à un vice-président en vente, ben lui, il va pouvoir aller par représentant par territoire, par produit. Peut-être que lui, il va voir la marge. Peut-être qu'il va voir la profitabilité. Il va peut-être voir les salaires des représentants aussi pour faire, par exemple, une analyse coût-bénéfice. Lui, il va avoir des données. Il va pouvoir, par exemple, aller dans un détail que le représentant n'aura pas. Le représentant, lui, il ne verra pas, par exemple, le salaire de son collègue, mais par contre, il va voir ses ventes par produit, peut-être par marge. On va avoir décidé ça. Ça dépend. Le cas des utilisateurs, c'est ce que j'expliquais tantôt. On rentre dans notre environnement corporatif. C'est les mêmes credentials, si vous me permettez l'anglicisme, que le système corporatif.
Et puis, le changement des mesures et des règles d'affaires, bien, ça va se faire ça, selon des permissions assignées. Ça, ce que je voulais dire tantôt, c'est que les gens vont pouvoir jouer avec les tableaux de bord, mais on va assigner des permissions spéciales. Mais honnêtement, ça ne changera pas la base. Ça va toujours être les mêmes données parce qu'ils ne pourront pas toucher aux règles d'affaires de base. Bon, mais ça, c'est pour la sécurité. Puis là, ça, c'est quand même intéressant parce que si je vous envoie un chiffrier Excel, vous êtes obligé de tout le lire pour voir ce qui se passe. Tandis qu'avec un environnement comme Power BI, ça sera peut-être ça sera peut-être pas, mais c'est possible de ne pas regarder les données. Vous avez trouvé ça drôle, mais on envoie de l'information, puis les gens veulent plus le lire. Effectivement, les gens auront l'option de ne pas le lire, mais de se donner des alertes. Comme par exemple, si les ventes augmentent ou plutôt les ventes diminuent, c'est plus pertinent de 10% dans tel territoire, dans tel produit, je veux le savoir. Ou si la marge diminue, ben, je veux le savoir parce que je sais pas, moi, les représentants, ils sont pas sensibles à la profitabilité, puis ils font des rabais à tout le monde, ben ça, je veux le savoir aussi. Fait que, ils vont pouvoir s'abonner à des alertes, ils vont se désabonner eux-mêmes. Hein? Puis ils vont pouvoir aussi décider, si je veux avoir des alertes sur une base quotidienne, hebdomadaire, tout ça, ils vont pouvoir décider ça aussi. Puis ils vont pouvoir avoir un nombre d'alertes illimité, dans le fond. Donc ça, c'est intéressant parce que les gens, dans le fond, quand ils reçoivent des rapports, on va souvent directement aux choses qui nous intéressent. Bon, on a-t-il amélioré notre marge, là, par exemple, dans ce secteur-là? Bien, une alerte va pouvoir nous le dire tout de suite, on n'aura pas besoin de regarder le rapport. Donc ça, c'est intéressant pour ça, les alertes. Bon, bien, tout ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, là, dans le fond, regarde, on part de vos Azure ou SQL Server, on met ça dans un entrepôt de données, en fait, une base de données qui s'appelle Azure Data Factory. Ensuite de ça, on fait un modèle qui s'appelle Azure Analysis Services pour tout simplement installer Power BI par-dessus. Puis là, Power BI, bien, ça va nous donner accès à nos... En fait, Power BI, c'est les tableaux de bord comme tel. Ça va nous donner accès à nos informations, évidemment. Bon. Ce que je voudrais aussi vous dire aujourd'hui, nous, ce qu'on fait dans la vie, là, Faction A, on est des experts Microsoft, dont Power BI, évidemment. On est des experts dans toute la suite que je vous ai montrée ici. Là. Azure, en fait, SQL Server, Azure Data Factory, Power BI, puis Analysis Services. On est des experts là-dedans. On peut accélérer votre transition de vos chiffriers Excel vers Power BI. On peut bâtir tout votre environnement Power BI aussi, si vous le souhaitez, ou on peut complètement aussi impartir complètement votre solution BI. Ce que ça veut dire, c'est qu'on prend vos chiffriers Excel, on les met par exemple dans cette suite technologique-là de Microsoft qui existe actuellement, puis après ça, on en fait la gestion informatique, c'est-à-dire au niveau de la technologie. Par contre, le contenu, c'est tout le temps vous qui allez avoir le contenu, qui est en charge du contenu, évidemment. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on ne fera pas toute la suite au complet de technologie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des chiffriers Excel. À partir de chiffriers Excel, on va bâtir des tableaux de bord, tout simplement. Donc, vous avez vos chiffriers Excel. Au lieu de créer des rapports, il n'y aura plus de création de rapports. On va juste avant la création de rapports, on va mettre Power BI, puis on va diffuser l'information avec Power BI, donc avec les alertes, etc., tous ces avantages. Par contre, on n'aura pas d'entrepôt de données, on n'aura pas tout le temps nécessairement un modèle de données ou un cube. Donc là, on va vous montrer une démonstration en compagnie d'Alexis qui va vous montrer à partir d'un chiffrier Excel comment monter un environnement Power BI, en fait, des tableaux de bord. Donc, sans plus tarder, Alexis, à toi de présenter la démo. Je m'excuse, il y a un petit contretemps au niveau du son. Alors, Alexis, tu as l'air d'être... Bon. Et voilà. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on t'entend bien. Ouais, merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, Régent. Donc, un peu comme Régent parlait aujourd'hui, l'objectif qu'on va faire, c'est qu'on va faire un court tableau de bord, en peut-être une vingtaine de minutes, à partir de données Excel. Vous pouvez voir ici, en tant que tel, j'ai un fichier Excel qui est un peu un extrait du grand livre. Imaginons ici qu'on a une entreprise fictive qui a plusieurs quincailleries à travers le Québec. Ce que j'ai ici, c'est une liste de transactions, simplement, de chaque compte du grand livre avec un montant et la date, avec un magasin et département. Vous vous retrouverez peut-être en tant que tel, comment que ça fonctionne ici, c'est qu'on a déjà créé un peu l'intelligence à ce niveau-là. On a une liste d'identifiants de compte qui fait référence à une autre table ici, qui est la table compte, où ce qu'on peut voir le sommaire, ça appartient à quel sommaire, et on peut voir en tant que tel la description de chacun de ces comptes-là.
Première étape que je vais faire dans Power BI, c'est que je vais créer une connexion vers ce fichier Excel-là ici. Donc ça ici, c'est Power BI Desktop. C'est un peu là où on crée la majorité des tableaux de bord dans Power BI. Vous pouvez voir, j'ai déjà fait un certain template. Première étape qu'on va vouloir faire, c'est importer nos données en cliquant sur le bouton Get Data ici. Donc, Power BI possède plusieurs types de connecteurs. On peut se connecter à plusieurs types de sources de données, comme des bases de données, plusieurs types de fichiers. Ici, ce que je vais utiliser, c'est le connecteur de fichiers Excel. Et ensuite, la prochaine chose que je vais faire, c'est me diriger vers mon fichier extract grand livre que j'ai juste ici. C'est très important avant de fermer le fichier Excel qu'on est en train d'utiliser. Et voilà. Là, on va me laisser faire la connexion. Une fois que c'est fait, après ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les tables dans mon fichier Excel que je désire faire une connexion dans Power BI. Ici, j'ai la table de transaction, je vous ai montré, avec la table de compte. On montre ici un petit preview en tant que tel de ce que je vais importer dans chacun. Je sélectionne les deux et je les importe dans mon fichier Power BI. Je dis importer ici, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce qu'on va faire, c'est un peu une requête automatique qui va aller chercher les données dans notre fichier Excel pour ensuite les importer dans notre tableau de bord. C'est très important puisque par la suite, lorsqu'on va vouloir rafraîchir notre tableau de bord, il va se rappeler de cette connexion-là, puis il va pouvoir aller les rechercher dans le fichier Excel qu'il va les chercher initialement. Donc, mes données sont connectées ici. Si je veux, je pourrais faire des modifications à la requête en allant dans le bouton Edit Queries juste ici. En ayant cette section-là du tableau de bord, je vais voir les deux requêtes que j'ai faites qui vont chacun chercher une des deux tables ici. Avec quelle étape la requête va faire? Ici, c'est une requête toute simple qui va chercher dans la source du fichier Excel, se promène, il va changer certains types de données. Mais on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus compliqué qui irait faire certaines transformations ou nettoyer nos données avant de les importer, de manière à ce qu'ils soient toujours propres quand on décide de le faire. Pour le moment, je garde ça comme ça. Je vais fermer cet écran-là et retourner à Power BI Desktop. Vous pouvez voir initialement, un peu comme Régent parlait, on a un modèle qui a été fait ici. Nos deux tables, Power BI a détecté une relation, une à plusieurs dans ces tables-là, pour faire ce qu'on appelle un peu un modèle multidimensionnel tout simple ici. On peut voir ici que l'identifiant de compte a été fait ici. Si vous êtes habitué avec Excel, ça peut ressembler un peu à un VLOOKUP, une recherche verticale qui va aller chercher l'information du compte pour chacune des transactions. On peut commencer tout de suite à faire quelques affaires assez intéressantes. Disons qu'on veut faire une liste des comptes, juste ici. Le fait que j'ai fait une relation comme ça, je vais être capable de faire ma table de compte ici, puis d'apporter, disons, le sommaire. Et disons, la description, juste en dessous. Première chose que vous allez remarquer ici, c'est bien entendu, nos données de sommaire sont en ordre alphabétique, parce que c'est des données de type texte. Généralement, si on voudrait construire un état des résultats, on commencerait sûrement par montrer, disons, le chiffre d'affaires, puis on ne montrerait pas les autres dépenses tout de suite au sommet. Pour ce faire, en tant que tel, nous autres, on y a pensé et on a inclus dans notre table des comptes un ordre un peu ici qu'on voudrait faire. Si je désire prendre une certaine colonne puis la montrer dans une autre ordre que ordre alphabétique, il suffit seulement de cliquer sur la colonne ici et dans l'onglet Modeling, je peux lui demander qu'elle soit ordonnée par une autre colonne. Dans mon cas ici, j'aimerais la ordonner avec la colonne Sort Sommaire. Donc, ce ne sera pas bien long. Sort Sommaire, juste ici. Et donc là, comme par magie, si je retourne dans mon tableau de bord, on voit que le chiffre d'affaires se retrouve en haut, suivi de coût des marchandises vendues, etc. J'ai rajouté également la description dans ma table, donc c'est possible pour moi de descendre et de créer une certaine hiérarchie de mes données. Donc, on voit ici que mes comptes sont sous le sommaire respectif. Donc ça, c'est bien beau, on a une liste de comptes, mais disons qu'on veut commencer à apporter le montant là-dedans pour voir quel montant qu'il y a dans chacun des comptes. Dans ma table transaction, j'ai une colonne qui représente le montant ici. Je pourrais tout simplement, dans Power BI, prendre cette colonne-là et l'apporter dans mon tableau, comme ici. Et automatiquement, Power BI détecterait et ferait une somme dans ce cas-ci. Par contre, je recommande un peu moins de faire ça. Ce qu'on va faire en ce moment, c'est qu'on va se créer une mesure déjà précalculée du montant qui va utiliser cette colonne-là ici. La raison est que, généralement, par la suite, on va vouloir réutiliser le montant déjà précalculé dans d'autres mesures beaucoup plus complexes, donc on n'a pas déjà calculé dans nos données. Pour ce faire, je vais créer une mesure dans ce qu'on appelle un langage DAX, en faisant mon clic de droit ici sur la table et en faisant New Measure. Le langage DAX, c'est un langage en fait qui est utilisé par Power BI. Si vous êtes
familier avec les fonctions dans Excel, les choses comme ça, c'est très similaire. Ça a été construit d'une manière à ce qu'on peut se retrouver quand on est habitué en Excel. La seule petite différence entre les deux, c'est que le langage DAX est un peu bâti de manière tabulaire au lieu de cellulaire dans Excel. Je vous explique. Par exemple, lorsqu'on fait, mettons, la somme de deux choses dans Excel, on va faire la somme de deux cellules, par exemple, ou de plusieurs cellules. Dans ce cas-ci, ici, si on veut faire la somme de différentes choses, on va faire une somme d'une colonne ou d'une table, par exemple. C'est orienté d'une différente manière, mais ça se ressemble beaucoup. Disons ici que je voudrais faire une mesure qu'on appelle, disons, montant total. Je peux faire la somme, en utilisant la fonction somme, de la colonne montant, ici, dans ma table transaction. Et tout simplement, si vous êtes habitué à Excel, vous allez voir, ça ressemble beaucoup. Et ici, je vais avoir ma mesure montant qui va être créée. Je pourrais tout simplement apporter ma mesure montant ici, dans ma colonne, et voir le montant de chacun des comptes que j'ai dans mon grand livre. On pourrait aussi changer le format pour les mettre en dollars, question que ce soit un peu plus beau aussi. Et là, tout de suite, on a le montant total de tous les comptes. Une chose, par contre, à noter, c'est que pour l'instant, ça va faire la somme de tous les comptes à travers toutes les dates que j'ai. Donc, si j'ai plusieurs années, ici, c'est un compte total, si vous voulez. Quelque chose qui serait probablement très pertinent à rajouter, ça serait une fonctionnalité de date qui permettrait à l'utilisateur de sélectionner, disons, l'année pour voir le montant de chacun des comptes dans l'année. Pour faire ça, généralement, ce qu'on va tenter de faire, c'est qu'on va rajouter une table ici à notre modèle multidimensionnel qui va être un peu une dimension de date, où on va avoir plusieurs informations relatives à la date. Cette table-là peut se retrouver à plusieurs endroits, mais de manière générale, moi, j'ai tendance à la créer de toutes pièces en utilisant le langage DAX qu'on a parlé un peu plus tôt. DAX peut créer des mesures, mais aussi des tables. Pour sauver du temps ici, j'en ai déjà créé une de toutes pièces que je peux vous montrer un peu. En créant sur le bouton Modeling ici, je peux créer non seulement une nouvelle mesure, une nouvelle colonne calculée, mais aussi une nouvelle table. Dans mon cas ici, je vais créer une nouvelle table suivant le DAX que j'ai. La fonction ici, elle a l'air un peu compliquée, mais elle est relativement simple. Ce que je fais, c'est que je prends une liste de toutes mes tables que je retrouve dans ma table de transaction, donc allant de ma plus petite à ma plus grande. Et ensuite, je rajoute plusieurs types de formats qui pourraient m'être utiles, comme par exemple, j'isole l'année, j'isole le numéro de mois, etc. Donc, on va y aller avec ça ici. Vous allez voir assez rapidement que j'ai une table qui montre carrément toutes les dates automatiques. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est quand je vais rafraîchir, par exemple, que je rajoute une nouvelle année à ma table de transaction de grand livre, bien, cette table-là va se faire automatiquement. Je n'aurai pas besoin d'aller une fois par mois, une fois par an, aller la refaire à chaque fois. Là, c'est bien beau, on a rajouté une table de date ici. Mais prochaine étape qu'on va vouloir faire, c'est la relier à ma table de transaction. Okay? Ici, la transaction, la relation s'est faite automatiquement, mais ici, je vais la faire de manière manuelle, si vous voulez, en reliant ma colonne date à mon autre colonne date dans ma table de transaction. Donc, vous voyez ici, il y a une relation 1 à plusieurs qui a été faite. Chaque date ici arrive une seule fois, puis ici, dans le fond, dans mes comptes, elle peut arriver plusieurs fois. Donc, la relation se fait comme ça. Et là, maintenant que ces relations-là sont faites, je pourrais tout simplement rajouter, disons, un filtre, par exemple, en cliquant sur l'onglet filtre ici, où est-ce que je pourrais sélectionner mes dates. Et là, automatiquement, lui, il détecte que c'est des années. Il me fait un filtre qu'on appelle de slicer ici, où est-ce que je pourrais sélectionner une date de début et une date de fin. Moi, personnellement, c'est une question de goût, mais je préfère mettre ça en type drop-down ici, où ce que l'utilisateur pourrait sélectionner une date comme ça. Mettons-le en haut ici, de manière à ce qu'il soit plus propre un peu. Et là, l'utilisateur pourrait sélectionner, disons, 2016 et voir les données seulement de 2016 ou 2015. Juste comme ça. Donc, juste là, on commence à avoir une certaine interactivité, mais on pourrait ajouter d'autres choses ici. Notamment, on pourrait définir cette table-là officiellement comme étant une table de date dans notre modèle. Et on pourrait commencer à faire des mesures qu'on appelle communément de time intelligence, où on compare une certaine mesure, ici le montant total, avec montant total, mais un autre moment dans le temps. Disons ici que je voudrais avoir mon montant total, mais j'aimerais le comparer aussi au même montant l'année dernière. Je vais commencer par identifier la table de date comme étant officiellement une table de date dans Power BI, en faisant un clic de droit et en faisant Mark as Date Table. Ici, ce qu'on va me demander, c'est de définir une colonne qui représente des valeurs uniques de date. Dans mon cas ici, c'est évidemment ma colonne date. Et là, à partir de ce moment-ci, je peux commencer à créer des mesures en utilisant cette colonne date-là. Première mesure que je vais faire, c'est que je vais faire mon montant total pour l'année dernière, en faisant une nouvelle mesure en DAX.
Appelons-la ici montant total last year, tiens, pour l'année dernière. Je vais utiliser la fonction DAX. Là, vous allez peut-être sembler que c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir, c'est relativement plus simple. Ça vous donne un peu une idée de ce qui peut être fait par la suite. J'utilise la fonction calculate qui va, dans le fond, utiliser la fonction que j'ai faite auparavant, montant total, mais qui va la calculer sur la même période de l'année dernière en utilisant la fonction same period last year. Et là, je vais définir ma table de date qu'on a utilisée l'autre fois en utilisant la colonne date que j'ai mis l'autre fois, juste ici. Et là, ce que cette fonction-là va faire, c'est qu'il va me calculer le montant total, mais pour la même période l'année dernière. Donc, si par exemple, je la glisse dans mon tableau juste ici à droite, et disons qu'on change aussi son formatage pour qu'elle soit en dollars, tout comme l'autre fonction, on réussit tout de suite en tant que tel à voir que même si j'ai sélectionné la date en 2016, je réussis à avoir le montant de 2016 et le montant de 2015. Donc, par exemple, le chiffre d'affaires ici, quand j'ai sélectionné 2016 et ça l'année dernière, si je vais à 2015, vous allez voir que le montant est rendu actuel. Là, ici, je n'ai pas de données pour 2014, mais vous voyez un peu ce qui est possible d'être fait. Donc, juste là, on commence à avoir un outil qui est automatique, qui nous permet de voir à travers le temps un certain état des résultats, qui va toujours pouvoir comparer l'année avec l'année antérieure, dans le fond. Mais disons qu'on ne s'arrête pas là, puis on veut rajouter beaucoup plus d'intelligence à ça. On pourrait se rajouter des mesures, par exemple, calculer l'excédent brut ou l'excédent net, dans le fond. J'ai déjà créé ces mesures d'avance ici, mais je peux vous les montrer un peu. Disons qu'ici, que je fais une mesure d'excédent brut, en faisant un peu comme j'ai fait, une nouvelle mesure d'axe, juste ici. Et là, vous allez voir ici, cette mesure-là, elle a l'air compliquée, mais c'est très semblable à ce qu'on a fait. Ici, ce que je fais, c'est que je calcule la somme de chiffre d'affaires, puis ensuite, je soustrais la somme de coût des marchandises vendues. C'est relativement simple, mais ça va nous faire une mesure qui reste tout le temps en tant que tel le montant que je veux présenter. Disons ici qu'on utilise certaines cartes pour le montrer en gros, question que l'utilisateur le voit tout de suite en arrivant. Tout de suite, j'ai une mesure qui me montre l'excédent brut exactement sur le bas de la page. On va essayer de faire quelque chose de similaire avec excédent net maintenant, qui utilise de quoi de très, très similaire, dans le fond, à excédent brut. Donc, ici, encore une fois, clic de droit, New Measures. Je crée ma mesure DAX qui va être, dans le fond, l'excédent brut, moins les frais administratifs, moins les frais de vente, moins les frais d'opération et plus les autres dépenses, dans le fond. Ben, moins tous ces comptes-là, dans le fond. Le langage DAX est relativement simple à apprendre. Pour vrai. Si vous commencez, surtout si vous avez déjà une base en Excel, vous pouvez apprendre relativement rapidement, mais ça peut devenir très compliqué vite et vous pouvez en tant que tel faire des choses très intéressantes quand vous commencez à le comprendre bien comme il faut. Donc ici, j'ai ma mesure d'excédent net qui a été faite. Disons que je me prends la carte ici, je peux faire un copier-coller tout simple. Ou ce que maintenant, je change la mesure pour l'excédent net. Et tout de suite, je vois l'excédent brut, excédent net. Comme mon tableau ici, je peux filtrer d'année en année pour voir les informations changer automatiquement. Je peux même appliquer la même logique. Une fois que j'ai défini des choses comme étant une table de date, si je veux, je pourrais faire mon excédent brut et excédent net pour la même période l'année dernière. Donc, j'utilise la même logique que j'ai fait pour le montant. Vous pouvez la prendre en note aussi. Appelons ça ici excédent brut last year. Suivons la même logique un peu que pour le montant. Et là, ce que je vais faire, c'est réutiliser ma fonction calculate pour excédent brut ici. Je réutilise ma fonction, pas besoin de la réécrire à chaque fois. Pour la même période, same period last year, de ma table de date. Et là, vous comprenez la logique. Je vais faire la même chose avec excédent net ici que j'ai déjà précalculé. Donc, excédent net, calculate de ma mesure pour la même période. Et là, tout de suite, je vais pouvoir y aller assez rapidement en répliquant, disons, les visuels que j'ai mis au bas, qui montrent des gros chiffres que je vois immédiatement, pour ces deux nouvelles mesures.
prenons ça ici. On va le mettre pour l'année dernière. Donc, excédent brut ici, je vais changer excédent brut, prendre excédent brut last year, et j'ai la même valeur pour l'année dernière. Faisons la même chose avec excédent net. Et tout de suite, on commence à pouvoir avoir un tableau avec plusieurs informations qui nous montrent ça rapidement et qu'on n'aura pas besoin de modifier à chaque fois, comme on modifie par exemple des cellules ou qu'on a besoin de le répliquer à chaque fois. Ici, en tant que tel, on va aller me chercher les mêmes informations, puis quand je vais rafraîchir avec des nouvelles données, ces données-là vont toujours suivre. Je n'aurai pas besoin de le refaire. Et là, on peut voir tout de suite qu'on commence à avoir de l'information pertinente. Tu sais, on voit que, par exemple, l'année dernière, on avait un excédent net négatif, mais en tant que tel qu'aujourd'hui, on est positif à 492 000. Là, ça, c'est bien beau, on le voit à travers l'année, mais on pourrait aussi se créer des visuels pour enrichir ça, pour voir avec un plus petit niveau de détail. Par exemple, pour voir à travers le temps, on pourrait se créer ce qu'on appelle un line chart ici, où ce qu'on pourrait comparer, disons, l'excédent net, comparé avec l'excédent net de l'année dernière. Donc, je réutilise mes mesures à chaque fois. Et vous voyez ici, c'est la force de créer des mesures dans Power BI, c'est qu'ils peuvent être imbriqués comme des blocs, puis être réutilisés dans plusieurs visuels. Ici, j'ai l'excédent net avec l'excédent net de l'année dernière. Disons qu'on va le mettre par année. Et juste en dessous de ça, on va le mettre par mois. Donc, on se crée une hiérarchie ici qui va permettre à l'utilisateur de voir au début les années, mais de faire un drill down, donc aller d'une hiérarchie à l'autre, de l'année jusqu'au mois. Première chose que vous allez sûrement remarquer ici, c'est un problème qui est assez récurrent, qu'on a besoin de régler. Les mois ne sont pas dans le bon ordre. Comme vous savez, en tant que tel, nous autres, on utilise les mois d'un certain ordre, mais on ne détecte pas dans les données. Ici, c'est du texte. On va vous mettre ça par ordre alphabétique, dans le fond. Il y a une manière, un peu comme on a fait, si vous vous rappelez bien, pour les comptes, de mettre ça dans un ordre défini par nous. Disons que je retourne à ma table de date ici, en allant dans l'onglet Data ici, pour visualiser ma table de date. Je pourrais sélectionner ma colonne mois long, qui est mon mois ici, faire un peu comme qu'on a fait tantôt, donc faire Sort by Column, pour le mettre en ordre de mon numéro de mois, que j'ai déjà aussi ici dans ma table de date. Donc, je vais le mettre ici en numéro de mois. Donc, en tant que tel, July, ici, va être le 7e mois de l'année. Et là, comme par magie, je retourne ici. Et disons en tant que tel que je le mets par mois ici. Parce qu'on pourrait le mettre en tant que tel par c'est quoi les plus hauts qui sont arrivés, par exemple. Et mettons-le en ordre ascendant au lieu de descendant. Et tout de suite, vous allez vous reconnaître qu'on commence en janvier et on se rend jusqu'en décembre. Donc là, ça aussi, un peu comme tout, ça devient automatique. Si je vais, par exemple, en 2015, je vais voir les données de 2015. Si je sors ici, je vais pouvoir aller plus en profondeur en 2015 et voir les données de 2015, par exemple. Là, c'est bien beau. On commence à voir en tant que tel l'excédent net à travers le temps. Disons, par exemple, que j'aimerais, par exemple, voir c'est quoi la répartition de mes comptes en pourcentage. Donc là, c'est bien beau. Je vois ça ici, je vois les montants. J'aimerais voir quel pourcentage représente chacun de mes coûts. On pourrait se rajouter, disons, un visuel pie chart ici, où ce qu'on verrait, disons, le montant total par sommaire. Et changeons. Là, ici, par défaut, on fait la totale, le montant total. Sinon, je pourrais dire, tout dépendant du type de visuel, de montrer la valeur comme étant le pourcentage du grand total. Dans le cas d'un pie chart, ça ne changera pas grand-chose ici. Mais si vous faites un visuel différent, ça pourrait être pratique de savoir ces choses-là. Donc là, tout de suite, je vois tous mes comptes, comment ils sont répartis. Je pourrais, par exemple, ici, disons que le chiffre d'affaires fait un peu moins, c'est un peu moins intéressant de le comparer au coût. Je pourrais filtrer mon visuel. Ici, par défaut, vu que j'ai racheté sommaire, dans l'onglet Filter, ici, je pourrais enlever chiffre d'affaires. Bon, disons que je sélectionne tout. J'enlève chiffre d'affaires et je me retrouve à avoir un visuel qui montre la répartition de tous mes centres de coûts à travers l'organisation. On pourrait ajouter puis le rendre un peu plus beau en rajoutant, disons, une étiquette ici qui montrerait le pourcentage. Donc, dans Detail Label, je pourrais changer la catégorie à catégorie plus pourcentage du total. Et là, on se retrouve à voir que, par exemple, les frais administratifs représentent 27,82% des comptes ici. On pourrait rajouter encore plus d'informations, on pourrait se faire une hiérarchie, un peu comme qu'on a ici. Donc, j'ai rajouté les sommaires, mais disons qu'on rajoute aussi les descriptions de comptes. Juste en dessous de sommaire ici.
Là, à première vue, vous voyez, ça n'a pas changé, mais on peut donner le choix à l'utilisateur de cliquer sur l'onglet Drill Down puis d'aller, disons, voir, ah, mes frais de vente, 26%, disons que c'est haut. Ici, j'aimerais voir un peu plus de détails. On peut aller dans frais de vente et voir la répartition des frais de vente ici dans différents comptes. Donc là, vous voyez, je veux dire, en peut-être une vingtaine de minutes, j'ai tout créé ce tableau de bord-là ici, qui est automatique, ce qui est bien important en tant que tel. On ne veut pas avoir à venir le refaire à tous les mois. Aussitôt que je change mes données, il va se mettre à jour, puis je vais pouvoir l'utiliser de la même manière. Je pourrais mettre un peu plus d'effort pour le rendre plus beau. Je pourrais utiliser toute la logique que j'ai dans mes données, comme disons, ici j'ai un filtre d'année, mais on pourrait se faire un filtre, disons que je fais un copier-coller, puis je change année pour étant mes magasins, tiens. J'ai de l'information sur mes magasins. Donc, tout de suite, je pourrais permettre à certains utilisateurs de dire « Montre-moi juste les magasins de Québec, disons, ou de Montréal. » Étant une quincaillerie, j'ai différents départements. Je pourrais prendre le même filtre, puis à la place de mettre magasin, mettre mes départements. Donc, ça vous donne un peu une idée de tout ce qui peut être fait par la suite. Une fois qu'on commence à se faire un tableau de bord, on peut l'enrichir de toutes sortes de manières. On peut montrer Montréal, jardinage, et voir maintenant tous les comptes pour le jardinage. On pourrait passer plus de temps aussi à le mettre beau. Ici, je ne prendrai pas le temps de vous montrer ça, mais disons, par exemple, je peux vous montrer ce même tableau de bord-là où on a pris un peu plus de temps pour l'enrichir, disons. Donc là, c'est un peu plus propre. Tant qu'à voir un tableau de bord tous les jours, pourquoi pas le mettre joli? Puis on peut vraiment aller loin, là, avec les fonctions d'axe et d'autres types de visuels. Voici ici un exemple d'un autre tableau de bord qu'on a fait pour quelque chose de totalement différent, mais on peut montrer plusieurs types d'informations qui vont vous montrer en tant que tel vos données, puis vous aider à prendre des meilleures décisions assez rapidement. Donc, c'est pas mal ça de mon côté. Je redonne la parole à Régent. J'espère que vous avez, en tant que tel, pu apprendre quelques petites choses au niveau de cette présentation-là. Alors, je vais repasser le contrôle à Régent. Donc, Régent, ça devrait être à toi maintenant. Oui, merci Étienne. Bon, ben écoutez, en conclusion, hein, là, vous avez vu un peu la possibilité avec Power BI. C'est très différent d'un chiffrier Excel. On voit que ça a pas mal plus de puissance au niveau de la distribution d'informations. Puis l'utilisateur va probablement trouver ça beaucoup plus agréable de pouvoir driller puis de voir son information de façon différente. Bon, évidemment, hein, distribution de rapports, j'en ai parlé beaucoup. C'est un gros élément positif avec Power BI. On n'a plus de distribution à faire par courriel. Ça se fait. La gestion de la sécurité est facile. Il y a des alertes possibles. Puis on peut utiliser vos chiffriers Excel aussi en même temps. À ce sujet-là, écoutez, on a un atelier Power BI Dashboard in a Day, on appelle ça Dashboard in a Day, c'est chez Microsoft au centre-ville. Nous, c'est Microsoft qui organise ça. En fait, ce que vous faites, c'est que vous arrivez là, c'est pour ceux qui ont une journée, là, puis écoutez, c'est quand même intéressant. On vous fournit des données et puis vous allez bâtir un tableau de bord avec Power BI au complet. Fait que toute la journée, c'est un atelier, puis aussi on va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Puis vous allez définitivement bâtir votre propre Power BI. Fait que ça permet aussi de faire la première étape vers la production d'un tableau de bord Power BI. Puis on utilise des chiffriers Excel dans cet atelier-là en particulier. Donc, écoutez, le 21 mai et le 19 juin, chez Microsoft, vous pouvez vous inscrire. Écoutez, ça serait super intéressant. Pour ceux qui ont trouvé ça intéressant aujourd'hui, vous voulez passer à la prochaine étape? Je pense que ça, c'est peut-être une étape intéressante. Sinon, le 29 mai, comment créer un tableau de bord pour centraliser l'analyse de tous vos sites web? On a ça aussi, un autre événement, le 29 mai. En terminant, ben, écoutez, je vais inviter Étienne à nous poser les questions qui lui ont été acheminées pendant le webinaire. Étienne? Oui, ben en fait, on en a quand même reçu plusieurs. Ben, premièrement,